Paris, 26 août 1944. Une foule en liesse accompagne le général de Gaulle dans sa descente des Champs-Élysées. Les Parisiens fêtent la fin des 1524 jours d'occupation. Ce moment fait déjà partie de l'histoire. Il était attendu depuis que les premières bottes allemandes ont foulé le pavé des rues de la capitale. C'est l'histoire de milliers d'hommes et de femmes qui ont vécu et participé à ces journées cruciales pour l'avenir de la France. C'est l'histoire de Charles Pégulu de Revin, qui a décidé de prendre les armes pour libérer sa ville. De Jean Pietri, soldat de la 2e division blindée, qui a vécu la folle course vers Paris au volant de sa Jeep. De Marciana Markinkowski, fille de résistant, et de Gladys Thibault, qui a vécu son adolescence dans l'attente de la libération. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. « 19 août 1944. Après plus de 4 ans d'occupation, Paris s'éveille et s'insurge. La résistance n'attendait que ça. À partir du 10 août, policiers, postiers, cheminots ou encore ouvriers se sont mis progressivement en grève. Nous sommes au mois d'août 1944, il fait beau, il fait chaud, et un petit peu comme aujourd'hui, les terrasses de café sont ouvertes. Alors elles sont ouvertes évidemment aux Parisiens, mais elles sont aussi ouvertes aux occupants. La pression, je dirais, monte progressivement. Donc les Parisiens se sont accommodés de cette situation depuis plusieurs mois, mais les informations arrivent progressivement. Et les Parisiens savent que les Alliés ont débarqué en Normandie et progressent vers la capitale. Donc il y a, on va dire, une double tension, la tension de la météo du mois d'août et la tension de l'occupation allemande avec l'arrivée progressive, mais qui semble inéluctable, des Alliés de l'Ouest vers l'Est. Depuis 4 ans, le quotidien de Gladys Thibault, 16 ans, est rythmé par les restrictions et la peur. Sous l'occupation, la vie n'était pas facile du tout, du tout. Il y avait beaucoup de tickets de ravitaillement. Il fallait faire la queue pendant des heures et des heures. Et on me disait souvent, à ma maman ou à moi, « Il n'y a plus rien, ma petite demoiselle. Il n'y a plus rien. Vous avez fait la queue pour rien. » Pour se laver, c'était très simple. 1 fois par mois, tous les 4 dans la même eau. Le colonel Roltanguy, commandant des forces françaises de l'intérieur en Île-de-France, lance finalement l'appel à l'insurrection. Le 18 août, des affiches sont placardées au mur. Le lendemain, à 7 h, des policiers pénètrent dans la préfecture de police sans tirer un coup de feu. Depuis son appartement rue Spontini, dans le 16e arrondissement, Charles Pégulu de Revin, 18 ans, apprend qu'il se passe des choses sur l'île de la Cité. Il est décidé à agir. J'avais prévu la libération et d'avoir à me camoufler. Comment se camoufler mieux que d'être habillé en ouvrier? Alors, j'avais acheté un bleu de travail. Et me voilà parti vers l'hôtel de ville. Et j'ai jamais pensé qu'il y avait des patrouilles allemandes. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, beaucoup de chance. Je dois l'avouer maintenant, je m'étais débrouillé et j'étais armé. Mairie d'arrondissement, commissariat, ministère, les points névralgiques passent progressivement sous le contrôle de la résistance qui connaît des divisions internes. Roltanguy, ouvrier communiste, prend l'initiative de déclencher l'insurrection, tandis que les gaullistes préfèrent attendre l'arrivée des Alliés. Une course de vitesse s'engage entre les résistants communistes et les représentants du général de Gaulle. Alors pour Eisenhower, effectivement, Paris n'est pas un objectif stratégique ni un objectif politique, c'est plutôt une contrainte, puisque dans sa planification des opérations avec son état-major, l'objectif c'est de contourner Paris soit par l'ouest, soit par le sud, pour poursuivre en fait les opérations militaires jusqu'en Allemagne. Les insurgés font parler la poudre boulevard Saint-Michel, à l'Opéra, au Jardin du Luxembourg ou encore au Châtelet. Les munitions viennent à manquer. Il faut négocier une trêve. Un homme va jouer un rôle déterminant, le consul de Suède, Raoul Nordling. Il fait la liaison entre la résistance et le général von Choltitz, gouverneur militaire du Groß Paris. Connu pour sa brutalité sur le front de l'Est, il a reçu des ordres précis d'Hitler. Paris sera détruit s'il le faut. La trêve entre en vigueur en fin de journée. Roltanguy, non prévenu, veut continuer à battre le fer de l'insurrection. De son côté, Charles Pégulu de Revin est loin de toutes ses considérations politiques. Il traverse un Paris désert, il passe la nuit en face de l'île de la Cité, dans un bâtiment occupé par des policiers. 20 août. Paris ressemble à un no man's land. La trêve tient difficilement. Des coups de feu sont entendus ici et là. Alors je vais à l'hôtel de ville en face, je traverse, et puis
Là, je tombe sur... il y avait des petits groupes, vous savez, il n'y a pas de rien n'était vraiment formé. Et on a trouvé un inspecteur de police qui avait les clés pour rentrer dans l'hôtel de ville. Alors, il nous a fait passer sur le côté et une petite porte. Il nous a offert, on est rentré en hôtel de ville. Le bâtiment est rapidement investi sans résistance. 400 personnes s'y installent avec le comité parisien de la Libération. Charles est un des seuls à être armé. Il se retrouve à assurer la sécurité de Réunion. Le mouvement insurrectionnel est difficilement contrôlable. Quand on me parle de la libération de Paris, la prise de l'hôtel de ville, vous n'avez jamais entendu parler de la prise de l'hôtel de ville? Alors vous savez, moi ça fait toujours penser à un tableau, on se croirait à la prise de la Bastille, les têtes coupées, les piques, les têtes dessus. Après, il n'y a jamais eu de prise de l'hôtel de ville, on était dedans. On s'est pris nous-mêmes alors, quoi. Et c'est des grands mots, ça, c'est grands mots. La partie est loin d'être gagnée. Dans le même temps, à Vincennes, 26 prisonniers, des gardiens de la paix majoritairement, sont fusillés par des SS en déroute. Pour défendre chèrement les positions conquises, les Parisiens vont puiser dans leur histoire. Symbole des révolutions du siècle dernier, des barricades fleurissent dans Paris. On retient souvent le chiffre de 600 barricades qui sont montées parfois de briques et de broc un peu partout dans Paris. Elles n'ont pas un rôle stratégique majeur finalement parce qu'elles ne permettent pas forcément d'interdire les axes principaux aux Allemands. En revanche, ça a une valeur symbolique très forte. Les ordres contradictoires se succèdent. La confusion s'installe. L'état-major FFI d'Île-de-France demande d'éviter des actions contre les grands monuments pour privilégier des actions de harcèlement. Le même jour, le Conseil national de la résistance se réunit dans les souterrains de Denfert-Rochereau. QG des FFI, il est décidé que la trêve prendrait fin le 22 août à 16 h. Les insurgés, au début 1500, sont désormais plus de 5000. Parmi eux, Marciana et ses parents. Ils habitent à côté de la gare Montparnasse. Ils ont descendu les sacs de sable et puis ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient faire pour effectivement faire les barricades qui a été faite sur le boulevard Montparnasse, rue de Vaugirard, avenue du Maine. Ses parents sont résistants à Libération Nord, un des 8 grands mouvements de la résistance. Ils utilisent leur salon de coiffure comme relais pour leur mouvement. Malgré son jeune âge, Marciana aide régulièrement ses parents dans leur action clandestine. Mon père étant d'origine polonaise et ma mère d'origine flamande, ils ont eu beaucoup de difficultés à voir la France vendue. Mon père a été appelé par les gens de Libération Nord pour aider la résistance. Jean Moulin venait à la maison. C'était une plateforme pour les résistants. À quelques centaines de kilomètres de là, à Argentan, le général Leclerc s'impatiente. Le commandant de la 2e division blindée n'a qu'une obsession. Ces hommes doivent être les premiers à rentrer dans Paris. Parmi eux, Jean Pietri, du régiment de marche de Spahi Marocain. Un soir de mai 1943, il a sauté dans un camion de recrutement à Alger. Il connaît l'épreuve du feu à La Hutte, un carrefour entre Alençon et Le Mans. On ne pensait pas du tout aux coups de fusil, aux coups de canon qu'on allait recevoir. Peut-être qu'on s'est dit de temps en temps, est-ce qu'on va en sortir? C'est possible. Mais si on se l'est dit, ça a commencé après La Hutte. Parce que là, vraiment, on a vu qu'on n'y échappait pas à la fusillade. Il y avait eu 8 ou 9 morts à cet endroit-là. C'était là, on était vraiment dans la guerre, là, on était dans le combat. Et on avait toujours 20 ans. Leclerc décide d'envoyer un détachement en reconnaissance au sud-ouest de Paris. Il n'informe pas le général Bradley, son supérieur hiérarchique. Pendant que Jean et ses compagnons d'armes attendent les ordres, à Paris, la situation s'enlise. Le 22 août à 11 h, des camions allemands essayent de forcer un barrage vers l'hôtel de ville. Ils sont capturés. En représailles, une colonne de chars allemands se présente peu de temps après. Dans le bâtiment, c'est la stupeur. On ne bouge pas, on ne tire pas. Qu'est-ce qu'on aurait fait contre les chars? Rien. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un héros de service. Il prend sa carabine et pan, le motard en l'air.
Bravo. Le lieutenant de char, il rentre dans sa tourelle de char, les tourelles de char en direction Hôtel de Ville, et puis les ordres sont donnés. L'Hôtel de Ville, on n'aurait pas pesé cher. Hein. Les chars ne tirent finalement qu'un obus qui rafle le coin du bâtiment et font demi-tour. Au même moment, de violents affrontements éclatent dans le 20e arrondissement. Une trentaine d'Allemands sont tués. Eisenhower cède face à l'insistance du général de Gaulle, qui craint un bain de sang et une prise de pouvoir des communistes. Dans le même temps, von Choltitz reçoit un ordre d'Hitler. Il doit défendre Paris jusqu'au dernier homme. Le gouverneur du Grosse Paris a fait piéger les lieux emblématiques. Pourtant, il hésite à suivre les ordres. Au même moment, Leclerc reçoit le feu vert le 22 août à 18 h. La 2e DB s'élance le lendemain matin à 6 h. 15 000 soldats, 4 000 véhicules et 400 chars couvrent 200 km en une quinzaine d'heures. On se frottait les mains parce qu'on allait mettre la belle raclée aux Allemands maintenant. On était en phase 2. C'était fini la rigolade. On jubilait bien sûr parce que on n'était plus dans la certitude. La certitude, c'était qu'on allait à Paris. Voilà. Quel chemin on allait prendre pour y arriver, combien de temps on mettrait, personne ne le savait. Et d'ailleurs, personne ne se posait la question. Pour la 2e DB, cette journée prend des airs de défilé victorieux. Son avance est parfois ralentie par l'enthousiasme populaire. À Paris, la journée du 23 août est marquée par plusieurs affrontements. Des chars allemands attaquent le poste de police du Grand Palais qui s'embrase. Le temps presse. Le 24 août, l'ordre d'opération du général Leclerc est limpide, s'emparer de Paris. La progression est plus difficile que prévu. Les canons allemands positionnés dans la banlieue sud font des ravages. La division Leclerc compte 71 morts et 35 chars détruits. C'était l'aventure. On ne savait pas où on allait. On était sur la route. En général, le peloton recevait un ordre à un moment pour faire telle progression dans le quart d'heure qui suivait. On courait après les Allemands. Le soir, la division est bloquée aux portes de Paris. Leclerc s'agace. À 18 h 30, il fait survoler l'île de la Cité par un avion qui largue le message suivant « Tenez bon, nous arrivons ». À 19 h 30, à un carrefour du village d'Antony, il interpelle un certain capitaine Drone qui commande la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad. Surnommée la Nueve, elle est composée majoritairement de républicains espagnols. Leclerc lui ordonne de foncer jusqu'au centre de Paris. L'idée, c'est d'entrer dans Paris et de montrer justement qu'il est ce bras armé du général de Gaulle, de la France en général, pour prendre possession de Paris avant les Américains. Donc l'ambition de Leclerc, c'est bien d'entrer dans Paris et de prendre contact avec les résistants et de prendre contact avec la population parisienne. Il s'agit aussi de se montrer tout simplement, de se montrer en fait auprès des Parisiens, de se montrer auprès de l'autorité militaire allemande pour dire que finalement pour eux, eh bien, c'est la fin d'une aventure, c'est la fin de l'occupation de Paris par les Allemands. Le capitaine Drone progresse rapidement en évitant les Allemands avec l'aide de la population. Il pénètre dans la ville par la porte d'Italie. À 21 h 22, le convoi de 150 hommes coupe les moteurs place de l'Hôtel de Ville. Les cloches de Notre-Dame et de tout Paris se mettent à sonner. On voit arriver ces gens, ce matériel, parce qu'ils avaient des Alf-Trac, c'était beau, hein. Et puis, des gens et en uniforme, avec des armes et tout. C'est formidable. Et pour nous, on s'est dit maintenant, ouf, on est tranquille parce que même si les Allemands reviennent, ils vont tomber sur un os. Le 25, l'ensemble de la 2e DB et la 4e division d'infanterie américaine entrent dans Paris par les portes d'Italie, de Gentilly, d'Orléans et de Sèvres. Nous ne savions rien. En ouvrant mes volets, il y avait un monsieur qui passait dans la rue. Il me regarde, il me dit « Mademoiselle, on est libérés !» Je me suis dit « C'est pas vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. » Il me dit « Si, on est libérés. » On a fait des bises aux filles à la porte de Saint-Cloud, mais les filles nous ont fait des bises aussi. Hein. Il ne faut pas croire que c'était dans un seul sens.
Et nous, on roulait un peu des mécaniques, bien sûr, parce qu'on était... on pensait qu'on était pour beaucoup dans cette situation. Il y avait beaucoup d'amitié, il y avait une chaleur qui explosait dans nos cœurs en disant « ils ne sont plus là, on va vivre autrement » et nous avons gagné. C'est l'effervescence. La progression des blindés oscille entre embrassades et violents affrontements. On avait quand même le sentiment de participer à quelque chose d'exceptionnel. La libération de la France, c'est pas tous les jours ça se passe. C'est pas tous les jours qu'on débarque en Normandie pour aller se retrouver à la frontière alsacienne. Il y a eu aussi des gens, il ne faut pas l'oublier, qui avaient probablement eu une conduite douteuse pendant l'occupation et qui cherchaient à la faire oublier, cette conduite. C'était difficile de les remettre en place parce qu'on n'était pas là, nous. C'était quand même abject de voir ce qui se passait, de gens qui n'avaient rien fait et qui se sont mis à régler des comptes qui étaient des comptes factices. Il y a une blanchisseuse rue d'Alençon. On lui a rasé la tête parce qu'elle avait gardé un jeune Allemand chez elle. En fait, c'était un jeune Allemand qui ne voulait plus faire la guerre et qu'elle a caché. C'était une vieille dame. Ils l'ont prise, ils l'ont rasée. Mes parents étaient outrés de voir ce qui se passait, si bien que cette dame, elle n'est jamais sortie sans cheveux, car toute la nuit, mes parents ont préparé une perruque. École militaire, Palais Bourbon, Sénat, Hôtel Majestic ou encore Place de la République. La division perdra 45 hommes ce jour-là. Pendant que ces hommes combattent, Leclerc pénètre dans Paris peu avant 10 heures et installe son PC, gare Montparnasse. Quand l'armée Leclerc est arrivée, il fallait aussi trouver des places. Si bien qu'ils avaient ouvert le salon pour qu'ils se nettoient, qu'ils se fassent leur toilette. Il ne faut quand même pas oublier, quand ils sont arrivés, il n'y avait rien à Paris. Hein. Il fallait les loger, il fallait leur donner à manger, il fallait quand même... Et ça, on oublie de le dire. Pendant plusieurs jours, le salon de coiffure devient un lieu de passage incontournable du quartier pour les soldats de la 2e DB. Et le général Leclerc m'a donné une boîte de conserve. Alors, j'ai mangé un caramel. Seulement, comme je n'avais pas mangé de sucre pendant 4 ans, eh bien, mes faits d'armes, c'est que j'ai vomi sur les genoux du général Leclerc. Leclerc envoie un ultimatum aux autorités allemandes qui restent lettre morte. L'hôtel Meurice, qui héberge le gouverneur du Grosse Paris, est pris d'assaut à 13h. Une fois capturé, von Choltitz est conduit à la préfecture à 15h20, où il signe la reddition avec Leclerc. Roltanguy demande à signer l'acte de reddition pour faire reconnaître le rôle de la résistance. Von Choltitz est ensuite emmené à la gare Montparnasse, où il reçoit un comité d'accueil houleux. Quand l'officier allemand est venu signer, ma mère s'est précipitée et elle lui a craché la figure en lui disant « Voilà, ça c'est pour les soldats à qui vous avez craché en 40. C'est un retour des choses. » De Gaulle entre finalement dans Paris à 17h, alors que des combats font encore rage. Il prend connaissance de la reddition, gare Montparnasse, et se dirige ensuite à l'hôtel de Brienne, siège du ministère de la Guerre. Après un rapide passage à la préfecture de police, il se rend à l'hôtel de ville où il prononce un discours pour l'histoire devant 200 000 Parisiens. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours
de la France tout entière. J'avoue que c'était extraordinaire. De la France. Les mots qu'il a eus, et puis on était vraiment pris. Hein. Et je suis redescendu, c'était mouvement de foule. Descendu, et puis là on m'a dit, bah, tu restes là. Hein, et tu te mettras avec un autre que je ne connais pas d'ailleurs. Et on a été désigné pour protéger De Gaulle. Bon, j'ai eu la sensation de dire, enfin, car avant on vivait dans le foutoir, je suis poli, hein. Mais là, j'ai la sensation de dire, enfin, on a un patron, on a un chef, on va pouvoir faire quelque chose. Et cette libération va devenir une vraie libération. 26 août, Paris est en liesse. C'est la grand-messe d'une liberté retrouvée, enfin presque. La 2e DB mène des opérations pour sécuriser la banlieue nord de Paris. Les affrontements continueront jusqu'au 29 août. Nous, à la gare du Nord, nous n'avons été libérés qu'à la fin, parce que tous les Allemands passaient devant chez nous, place Magenta. Entre les Allemands qui étaient toujours là près de nous, n'est-ce pas, et puis qu'ils partent, on ne savait plus où on en était. On s'est dit, ils vont peut-être revenir. La situation est encore instable, mais cela n'empêchera pas Paris de célébrer sa libération. Les Champs-Élysées restent le point incontournable, la plus belle avenue du monde de Paris, même à l'époque. Et le fait de conduire ce déplacement jusqu'à Notre-Dame, c'est quelque chose de très fort dans l'imaginaire français. De Gaulle est investi d'une mission qui, pour lui, est essentielle, c'est de montrer justement que la souveraineté française est de nouveau là et que la France est là. Malgré le concours des Alliés, ce ne sont pas les Alliés qui vont imposer une manière de faire, une manière de voir, une manière de conduire et de reprendre le destin de la France. Une fusillade éclate sur le parvis de Notre-Dame. C'est la panique. Le chef de la France libre reste impassible. Nous avons fait un petit tour aux Champs-Élysées avec mes parents. Nous y sommes allés pour dire oui, nous sommes libérés. Et nous étions rue de Tilsit. Et il y avait des Allemands qui résistaient. Le risque est là. Paris sera bombardé durant la nuit. Au total, plus de 1000 civils et FFI ont trouvé la mort pour libérer la capitale. Mais l'insouciance est plus forte. On a toujours des amis qui ont des bonnes idées. Elles me disent, bon, voilà, on va aller aux Champs-Élysées et puis on va essayer de monter dans une Jeep. C'était très agréable, croyez-moi, d'être toute seule dans cette Jeep. Il était superbe. J'étais jeune. Je pense que j'étais content de moi, d'avoir été de ceux-là. Et même à 18 ans et demi, avec seulement son bac, on doit pouvoir se rendre compte de ça. Mais vous savez, quand on regarde après, tout ce qui s'est passé pendant cette période ont été des événements marquants. On a risqué de perdre la vie tous les jours. Tous les jours. Paris est libre, mais la guerre est loin d'être finie. Charles s'engage dans la 2e DB. Il ira jusqu'au nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden. Pendant plusieurs années, les privations empêcheront Gladys de reprendre une vie normale. Marciana devra affronter le retour des siens des camps de concentration. Jean, qui rencontre sa femme pendant ses jours de permission à Paris, combattra jusqu'à Strasbourg. Ces destins ne sont que 4 histoires parmi les millions que compte la libération de la France.